Bienvenue à toutes et à tous dans la vidéo de rentrée, j'ai envie de dire officielle de la chaîne. Alors yes, il y a eu le podcast qui a été posté entre parenthèses, merci beaucoup parce que vous avez l'air d'avoir vraiment apprécié, moi j'ai adoré le faire donc je suis super content de savoir que vous aussi vous avez aimé, parce que ça veut dire que je vais pouvoir continuer à prendre plaisir à faire ce truc là, donc yes. Et du coup pour cette petite vidéo de rentrée, je me suis dit qu'on allait faire un truc qu'on n'avait pas fait jusqu'ici, ça va me permettre de faire deux choses, à savoir répondre à un message qu'on m'envoie assez souvent en privé, qui me demande justement quel matériel j'utilise pour soit composer, soit pour filmer et monter et mettre les vidéos sur YouTube, et en même temps de vous faire quelques recommandations sur le matériel que moi j'estime essentiel pour composer. Le matériel que j'utilise, le matériel exact, n'est pas le matériel à absolument posséder forcément pour faire de la musique. On peut faire de la musique avec pas grand chose aujourd'hui, donc je vais vous parler de ce que moi j'utilise et de ce que j'estime nécessaire pour faire de la musique. Donc on démarre tout de suite avec le truc le plus important, à savoir l'ordinateur au final. Moi j'utilise un Mac qui est vraiment puissant. Donc pour ceux qui veulent savoir, c'est un iMac qui date de 2017, qui fait 4,2 GHz avec 32 Go de RAM et une carte graphique Radeon 580X Pro. Est-ce que vous avez besoin de tout ça pour faire de la musique ? Absolument pas. C'est juste que moi, en plus d'Ableton, bien évidemment, je vous tourne des vidéos, je les monte et il me faut de la puissance pour que ça rame pas, tout simplement. Et puis pour pouvoir faire d'autres logiciels comme... des fois j'ai envie d'en avoir plusieurs en même temps d'ouverts, genre Photoshop, Final Cut, Ableton. Et du coup, le fait d'avoir un truc bien puissant comme ça me permet d'avoir un workflow qui me permet de pas avoir à faire de concessions en fait. Donc c'était un choix personnel, au moment où je l'ai acheté, j'avais les moyens de me l'acheter, donc je me suis fait plaisir, je le regrette absolument pas. Et donc je vais faire taire une espèce de guéguerre qui est là depuis des années. Mac n'est pas spécialement mieux que PC, c'est juste que sur Mac il y a des logiciels que je ne retrouve pas sur PC, je suis plus à l'aise avec l'écosystème Mac, d'ailleurs j'avais racheté un PC, un truc que pareil, je m'étais fait monter un gros PC. Windows, c'est pas pour moi, ce sont des choses qui arrivent, c'est pas grave en fait. Vous pouvez avoir un très bon PC pour faire de la musique, du graphisme, du gaming, tout ce que vous voulez, ce n'est pas sale. Donc peu importe la crèmerie que vous allez choisir, moi ce que je vous recommande c'est d'avoir un processeur qui tient la charge, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans Ableton, le processeur est quand même très important pour gérer plusieurs plugins, donc des VST, à la fois. Plus vous allez rajouter des effets, plus vous allez rajouter des VST, et plus votre processeur, il va prendre. Donc, n'hésitez pas à investir dans un PC qui a de la puissance dans son processeur. Ensuite, la RAM. La RAM, le truc qui est important à comprendre, c'est qu'avant, donc dans Ableton Live 7, 8, 9, parce que moi j'ai commencé au 7, on avait des versions 32 bits qui ne prenaient pas en charge plus de 4 Go de RAM. Aujourd'hui, c'est terminé, on est en version 64 bits, et par exemple, les 32 Go de RAM que j'ai à l'intérieur de mon Mac sont supportés par Ableton. Donc ça va me permettre d'utiliser plein d'effets en fait et de ne pas ralentir le processus de calcul, donc je vais pouvoir pousser en fait mon logiciel encore plus loin. C'est aussi pour ça que j'ai opté pour une solution fixe. Avant j'avais un ordinateur portable et puis assez rapidement en fait c'est devenu un frein à ce que je voulais faire en termes de créativité, donc c'est pour ça que maintenant je n'ai plus qu'un fixe. Parfois le portable me manque, on peut pas nier le fait que d'avoir un ordinateur portable c'est hyper pratique pour plein de choses, mais voilà, moi dans ma situation personnelle, le fixe me correspondait mieux. Deuxième truc hyper important, et que beaucoup de gens n'ont pas forcément les moyens de se payer au début ou alors vont négliger en se disant ouais mais j'ai un bon casque et tout donc ça suffit. Un bon casque c'est bien, des enceintes c'est mieux. Pourquoi est-ce que c'est mieux ? Eh bien tout simplement pour la gestion de ce qu'on appelle le spectre stéréo. Donc c'est comment les sons vont être répartis en fait dans l'espace d'écoute. Si par exemple vous panez un son à droite, vous allez bien l'entendre se découpler des autres éléments de votre morceau. Et ça c'est très important, notamment quand on arrive à l'étape du mixage. Dans un très bon casque, vous allez pouvoir entendre un petit peu ces choses-là, mais jamais avec autant de précision qu'avec des enceintes de monitoring. Ça, c'est clair et net. Donc mes enceintes, qu'est-ce que j'utilise ? Moi, j'utilise des Adam A7X. C'est clairement pas les moins chers du marché, et surtout, un truc très important à comprendre, ce ne sont pas mes premières enceintes. Moi, cette paire-là, je les ai payées 1000 € la paire, mais il faut savoir que j'ai commencé avec des enceintes de chez Fostex. Ça m'a coûté 350 balles la paire ou 400 balles la paire à l'époque, c'était déjà un gros investissement. En fait, il va falloir prioriser vos besoins en fonction de votre budget. Ça, c'est le premier truc à comprendre. Moi, ces enceintes-là, j'avais absolument pas les moyens de me les payer quand j'ai commencé à faire de la musique. Et puis après, j'ai commencé à gagner un peu d'argent avec, j'ai fait des cachets en tant que DJ, etc. J'ai tout mis de côté et puis je me suis payé ça. Mais c'est parce que j'avais une volonté, en fait, d'avancer dans mon processus créatif et de gagner en confort et du coup en précision
précision dans mes sessions d'écoute, parce que moi je voulais développer ça. Mais à l'heure actuelle, pour des gens qui n'ont pas encore d'enceinte et qui veulent se procurer leur première paire, moi je leur conseille d'aller chez Yamaha, parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Encore une fois, à mon sens, attention, ne prenez pas tout ce que je dis comme vérité absolue. Les HS7 chez Yamaha, pour moi, ce sera votre meilleur rapport qualité-prix. Pourquoi ? Vous pouvez être tenté de prendre des enceintes plus grosses, genre des HS8, mais sachez quelque chose, en fonction de la taille de votre pièce, ça ne sert à rien de prendre des enceintes trop grosses, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas bénéficier de la précision de vos enceintes si votre pièce est toute petite et que vous avez des grosses enceintes, parce que vous ne pourrez pas les pousser en fait. Très vite, le son va remplir la pièce et vous perdrez complètement en précision, ce qui n'est pas le but du jeu puisque vous voulez gagner en précision et vous voulez savoir exactement ce que vous faites pour sortir des mix de meilleure qualité. Ensuite, pour les casques, je le répète, c'est hyper important d'avoir un très bon casque. Personnellement, j'utilise le DT 990 Pro de chez Beyer Dynamics et avant ça j'avais un DT 770 Pro. Autant dire que Beyer Dynamics ça a été ma crèmerie depuis toujours, je n'en changerai jamais, pour moi c'est les meilleurs casques qui existent pour le mixage, point barre, c'est pas du tout objectif, je sais qu'il y a des super bons casques qui existent, je ne les connais pas aussi bien que ceux-là. Le 770 Pro c'est un casque fermé, donc pour votre entourage ce sera le mieux on va dire. Moi j'ai la chance d'avoir une pièce à moi et donc il n'y a personne à faire chier dans cette pièce. Le 990 c'est un casque ouvert, donc du coup la différence réelle que j'ai pu noter entre les deux, c'est le traitement des basses. La basse va être beaucoup plus contenue et peut-être un petit peu plus compacte, on va dire, dans le 770, alors qu'elle respire beaucoup mieux et qu'elle est plus naturelle dans le 990. Ensuite, dans mon setup, il y a tout ce qui est contrôleur. Alors là, ça va être assez drôle parce que en 2018, j'avais la chance d'avoir le magnifique Push 2 et sachez que depuis il y a une semaine, je l'ai vendu. Et là, il y a plein de gens qui vont dire mais pourquoi t'as fait ça ? Tout simplement parce que c'était pas ma façon de travailler. Tout comme j'avais un Nectar 61 touches, donc un synthé, un contrôleur, comment on appelle ça, un clavier maître, avec 61 touches parce que je voulais justement pouvoir m'exprimer, etc. Faut savoir que je ne suis pas un joueur de clavier à la base. J'étais content d'avoir l'opportunité de pouvoir explorer les différentes gammes sans être obligé de passer à octave plus, octave moins sur les plus petits synthés, notamment les 25 touches, etc. Et pareil, ça je l'ai viré. Vous allez me dire mais bordel, mais pourquoi en fait ? Eh bien parce que, arrivé en 2019, là j'en suis à un point où je me dis, pour ma créativité, et c'est ma façon de travailler à moi. Encore une fois, c'est pas la vérité vraie, tout ça, hein. C'est ma façon de travailler à moi. Plus j'ai d'options et moins je crée. Donc du coup, j'ai décidé de repartir sur un setup très minimaliste. Je me suis acheté un Native Instrument M32 qui est un mini clavier avec 32 touches mais qui a un toucher complètement fou. J'étais vraiment bluffé. Je l'ai testé sur un salon en fait et là je me suis dit mais en fait ça me sert à rien le push parce que je l'utilise peut-être à 3% de ses capacités et au moins avec ça c'est du concret tout de suite dès que j'ai une idée. Voilà, je joue ma mélodie et puis j'enregistre. Alors qu'avec le push en fait on peut absolument tout faire limite sans toucher sa souris et du coup moi j'ai tendance à me perdre dedans. C'est un petit peu la même philosophie que j'ai eu avec mes plugins. Genre j'ai fait le grand ménage de mes plugins parce que trop de possibilités, des doublons, par exemple j'avais plein de synthés, j'en ai gardé que 2 ou 3 parce qu'ils ont des sonorités bien à eux et que du coup moi j'ai tendance à être plus créatif à l'intérieur de limites, de contraintes. Mais je sais qu'il y en a qui ont besoin d'avoir toutes les options du monde, c'est pour ça que des trucs genre Complete 12 ça existe. Si vous voulez avoir 1 Tera de plugins et les utiliser une fois dans votre vie, c'est votre problème. Moi personnellement ça ne me parle pas. Quatrième truc qui est quand même vachement important, à savoir la carte son. Moi j'utilise une Arrow de chez UAD. Avant ça j'ai eu une Duet de chez Apogee. Et encore avant ça, parce que là les 2 cartes que je viens de vous citer clairement, vous pouvez commencer à découper un rein pour le mettre sur eBay parce que c'est quand même 600 balles la carte, donc c'est vraiment cher. Pourquoi est-ce que j'ai payé aussi cher ? C'est parce qu'il y a vraiment des préamplis à l'intérieur et surtout des convertisseurs qui permettent de faire des prises de son cristallines et c'est nickel. Mais la toute première carte son que j'ai eue, dont j'étais satisfaite, c'était une Fire Studio de chez Presonus et après j'ai même eu une Focusrite, une Scarlett de chez Focusrite et ce sont 2 cartes son qui coûtent entre 100 et 150 balles et qui sont très très bien. Si vous n'avez pas besoin de faire la prise de son de haute qualité et si vous êtes simplement beatmaker ou producteur instrumentaux, mais ça vous suffit largement en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir 15 000 entrées derrière pour brancher des instruments. C'est toujours cool d'en avoir et au moment où vous voudrez passer cette étape-là, peut-être ce sera le moment d'upgrader et de passer à du matériel on va dire supérieur entre guillemets, mais attention, tout ce qui est Presonus, Focusrite, etc. c'est de la qualité et ça coûte seulement 150 balles. Donc je sais qu'il y a des gens qui me disent voilà j'ai une Scarlett 2i2, j'aimerais bien upgrader, qu'est-ce que tu me conseilles ?
Bah, je te conseille de rester avec ta Scarlett de i2 en fait, parce que c'est vachement bien comme matos. À moins que tu aies un réel besoin, il n'y a pas besoin d'avoir des nouveaux jouets, c'est cool d'avoir des nouveaux jouets. C'est toujours cool, on a toujours envie d'acheter du nouveau matos et on a l'impression que ça va nous rendre plus performants parce que les pubs sont vachement bien faites. On nous dit oui, si vous achetez ça, vous allez être mais carrément meilleur. Non, en fait, si vous n'avez pas les idées et si vous n'avez pas la théorie, vous serez pas meilleur du tout. Si vous achetez un super clavier maître mais que vous savez pas jouer du clavier, bah vous allez toujours être mauvais en fait, donc c'est toujours la même chose. Donc pour revenir sur les cartes son, je défie quiconque qui n'est pas un professionnel du son, qui débute, qui est dans son home studio, de prendre une 2i2, de prendre la Haro que j'ai moi actuellement, que j'ai payé 500 balles, et de me dire laquelle est laquelle. Franchement, si vous y arrivez, moi je dis chapeau parce que les différences sont vraiment ténues. Le 5e truc dont je pourrais vous parler, c'est les découpleurs que j'ai achetés chez Iso Acoustics. Je les ai achetés 150 balles parce qu'on a très bien réussi à me les vendre. Je ne suis pas en train de vous dire ne les achetez pas, mais dans un premier temps, achetez-vous des mousses acoustiques pour poser vos enceintes dessus. Ça coûtera bien moins cher, ce sera déjà très bien. Encore une fois, la différence, elle est présente. Là par contre, je peux pas dire que c'est ténu parce qu'il y a une vraie amélioration. Mais une amélioration qui vaut 150 balles, ça c'est en fonction de votre budget en fait. Si vous avez le budget, allez-y, franchement n'hésitez pas. Si vous êtes sur un budget assez court, des mousses, vous prenez des mousses avec de la mousse compensée là, et vous posez vos enceintes dessus, déjà ça va découpler les enceintes de votre bureau. Le but du jeu en fait, de découpler ces enceintes du bureau, c'est de faire en sorte que les enceintes ne résonnent plus au travers du bois du bureau. C'est uniquement à ça que ça sert. Du coup, théoriquement, vous allez gagner un petit peu en clarté de son. Le 6e truc dont je vais vous parler, c'est mon micro, qui est juste ici. C'est un Shure SM7B. C'est un micro qui est génial, on va pas se mentir, qui fait 350 balles. Donc encore une fois, c'est pas le premier micro que vous allez acheter, je pense. Mais voilà, il est génial, mais... Attention, il y a un mais. Le truc, c'est que si vous disposez pas d'une carte son qui dispose de très bons préamplis, le gain de sortie de ce micro-là sera absolument ridicule parce qu'il ne fonctionne pas avec une Alim Phantom 48 volts et qu'il vous faudra acheter un petit truc à côté qui s'appelle un Cloud Lifter qui coûte 150 balles et qui en fait va booster le gain de votre micro en sortie de manière complètement transparente. Pourquoi est-ce que c'est important de faire ça? Si vous faites pas ça, en fait, vous allez monter le gain sur votre carte son à fond. Là, vous allez choper du souffle et ça va s'entendre dans les enregistrements. Et enfin, 7e truc, je l'ai gardé pour la fin parce que c'est pas sûr que ça intéresse tout le monde, c'est quel appareil photo j'utilise pour filmer et qu'est-ce que j'utilise en éclairage. Pour l'éclairage, c'est des softbox que j'ai acheté sur Amazon, il me semble que c'était 30 ou 40 balles, je vais vous mettre le lien de toute façon dans la description et puis l'image à l'écran. Et l'appareil photo, c'est un Lumix G7 qui permet de filmer en 4K à 30 images par seconde ou en 1080p à 60 images par seconde. Moi, il est sur un pied fixe, donc pour de l'image en pied fixe, c'est parfait. Il faut savoir que si vous comptez utiliser ce genre d'appareil pour par exemple faire des clips ou ce genre de choses, il ne dispose pas de stabilisation optique, ce qui fait qu'il faudra acheter un autre objectif qui lui dispose d'une stabilisation intégrée. Autant dire que les objectifs, moi je fais avec ceux qui m'ont été livrés de base parce que j'ai pas envie de claquer 300 balles dans un super objectif qui va me permettre de stabiliser un petit peu mieux mon image. Pour ce que j'en fais au jour le jour, je le trouve nickel avec une qualité d'image vraiment canon et c'est ce dont j'ai besoin. Après, si vous avez besoin d'un truc un petit peu plus mobile, etc., il faudra peut-être vous intéresser à des modèles un petit peu plus chers. Celui-ci, il m'a coûté aux alentours de 500-600 €, il me semble. Vous voyez qu'avec tout le matos que j'ai là, c'est un sacré budget. Donc vraiment, Simple Comme Live, c'est quelque chose dans lequel j'ai décidé d'investir au fur et à mesure des mois et maintenant presque des années au final, parce que j'ai envie d'en faire quelque chose de très sérieux et j'ai envie de gagner ma vie avec. Donc du coup, j'essaye de me donner les moyens. Forcément, je sais que c'est pas accessible à tout le monde là comme ça tout de suite. On peut pas se dire paf, je claque des doigts et je claque, je sais même pas combien ça revient tout ce que j'ai là. Il faut y aller progressivement et vous arriverez déjà à faire des choses super en ayant du matériel qu'on qualifiera de basique ou d'entrée de gamme. Le plus important dans ce que vous faites, c'est l'idée. Bon, après on va pas se mentir, je suis très content de pouvoir travailler dans ces conditions là, c'est un bonheur pour moi, ça me permet en fait de ne pas avoir à bricoler des trucs pour faire genre c'est pas mal, ça rend tout de suite très bien. Tout le matos que je vous ai présenté et les petites recommandations que je vous ai faites, je vais vous les mettre en lien dans la description. Ce sera soit des liens Thomann, soit des liens Amazon qui seront dans les deux cas des liens affiliés, je vais pas vous mentir, ça permet d'aider concrètement la chaîne
chaîne et un lien affilié, c'est quoi pour ceux qui savent pas ce que c'est? En fait, vous cliquez sur le lien, donc vous passez par le lien que je vous donne, et à ce moment-là, le site, soit Thomann, soit Amazon, reconnaît que vous êtes passé par ce lien-là. Pour vous, ça ne change absolument rien, c'est exactement le même prix, il n'y a pas de surtaxe ou ce genre de choses, mais c'est juste que si vous utilisez mon lien, en fait, moi je reçois une micro-commission, hein, on va pas se mentir, sur un truc à genre 500 balles, je vais peut-être toucher 5 euros, mais ça permet d'aider concrètement la chaîne, et ça, je vous en remercierai jamais assez pour ceux qui décident de le faire. Honnêtement, à la base, j'avais pas vraiment envie de faire ce genre de vidéo, mais on m'a posé plusieurs fois la question. Moi, ce genre de vidéo, je les trouve un peu creuses en général, et vous avez pu voir que mon discours, il est un petit peu mitigé, parce que je suis là, concentrez-vous sur les basiques, et en même temps, si vous voulez aider la chaîne, passez par mes liens et achetez du matos. Le truc, c'est que j'arrive pas à faire semblant, vraiment. Je pourrais vous dire, achetez tout, vous allez voir, ça va faire de vous un meilleur producteur, etc. Je ne pense pas en mon fort intérieur que ce soit vrai. En revanche, si malgré tout ce que je vous ai dit, vous savez que vous voulez quand même upgrader votre matériel ou vous voulez faire vos premières acquisitions pour votre home studio, à ce moment-là, oui, allez-y, foncez. Tout le matos dont je vous ai parlé, moi je le connais bien et je vous dis, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y aura pas de souci, vous ne serez pas déçus. Donc voilà pour cette vidéo sur mon setup à la rentrée 2019. J'espère que dans un premier temps, j'aurai bien répondu à la question pour ceux qui me la posent dans mes messages privés et ensuite que ça pourra potentiellement vous guider sur vos futures acquisitions. De mon côté, je vous fais des petits bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!